Maliens aient soutenu, même si je comprends leur frustration vis-à-vis de l'immobilisme, entre guillemets, hein, de l'État qui était sur place et qui avait du mal peut-être à traiter le problème comme il le fallait, même si parfois il n'était pas aussi responsable, on l'a vu et ça a été mentionné. Ce problème aussi c'est une conséquence de ce qui s'est passé en Libye, c'est que ça n'a pas été suffisamment anticipé. Et puis l'autre question que je me pose, elle est naïve. Est-ce qu'il n'y a pas du pétrole finalement au nord qui amène tout ça? Parce que moi je me pose cette question. Puisque subitement, voilà, ça me pose des questions. Et d'autant plus que, si vous vous rappelez, à l'issue du coup d'État, contrairement à ce qu'on aurait attendu, il n'y a pas eu une condamnation ferme, par exemple, de la France. Elle a plutôt demandé, au contraire, il faut qu'il y ait des élections rapides, étant donné que les élections étaient dans 2 mois. Moi, je m'inquiète. Je me dis qu'il y avait des élections dans 2 mois. Si on voulait que ça change, on n'avait qu'à peser sur les opposants qui devaient être aux affaires, entre guillemets, pour régler le problème. Voilà donc les interrogations que j'ai. Puis, dernière interrogation, on sait très souvent, la diaspora malienne est très mobilisée, vous avez mentionné, elle agit beaucoup en direction du pays, mais là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été entendue, en tout cas dans les débats, dans les discussions, elle n'a pas pesé sur les discussions internes au Mali. Donc moi, voilà, même si c'est un, entre guillemets, Diaspo qui a été nommé Premier ministre, mais là aussi, et ça c'est une interrogation qu'on pourrait avoir, quel rôle de la diaspora dans des situations pareilles? Voilà. Moi, imaginons un pays comme le Mali qui a plus de 80 généraux. Où sont ces généraux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore plus, pour gérer la situation au nord du Mali, les militaires qui sont là-bas, les généraux qui ont été envoyés pour gérer cette situation, ben, ils se sont en train de... Ils se discutaient beaucoup plus, plutôt que pour gérer la guerre. La preuve en est que la gestion logistique de cette guerre, ben, elle était mauvaise. Les militaires qui étaient sur le front, qui combattaient, qui attendaient de la bouffe, qui attendaient des munitions, ça n'arrivait pas parce que les généraux, ils étaient en train de discuter par rapport aux sous. Ça fait 2 fois que l'Algérie a rapatrié plus de 150 000. Mais moi je pense, est-ce qu'il faut accepter que les Comores interviennent au Mali? Quand est-ce l'armée malienne va se battre? Nous sommes généralement dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Dans une guerre asymétrique, 3000 personnes ne peuvent pas venir prendre. Je suis dans un pays, on connaît les guérillas, on connaît les mouvements de rébellion et autres. 3000 hommes ne peuvent pas s'accaparer d'une ville de 50 000 habitants pendant plus d'une semaine et autres. C'est impossible. Je suis surpris par le coup d'État au Mali. Je crois que le président en exercice avait dit clairement qu'il ne se représentait pas. Ensuite, il semblait populaire dans le pays. D'autre part, on était à quelques semaines des élections présidentielles et peut-être à quelques mois des élections législatives. Donc vraiment, dans ces conditions, je m'explique mal qu'il y ait un coup d'État. Alors je voudrais savoir comment se fait-il donc que ce coup d'État puisse être si populaire pour être soutenu par une très grande partie de la population, si je m'en tiens aux images que j'ai vues. Deuxièmement, on parle d'élections au Mali dans 40 jours. Je me pose la question de savoir si véritablement dans 40 jours, on peut organiser des élections dans un État où on vient à peine de nommer un chef d'État intérimaire avec un Premier ministre qui apparemment n'ont pas beaucoup de pouvoir. Parce qu'on voit que l'armée, qui est encore là, arrête qui il veut, quand il veut et comme il veut, sans raison apparente. Actuellement, d'après ce que j'apprends, il y a un pillage systématique de tout ce qu'il y a comme archives, comme statuts, etc. En plus des femmes qui sont violées, etc. Bon, alors là, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout cela. L'organisation d'élections dans les 40 jours, en fait, les 40 jours, ça vient simplement de la Constitution. Parce que la Constitution impose, en cas de vacance du pouvoir, le remplacement du chef d'État par le président de l'Assemblée, d'organiser les élections dans les 40 jours. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils allaient organiser les élections dans 40 jours. La Constitution ne précise pas dans des situations exceptionnelles comme on le connaît aujourd'hui. Parce qu'avec la crise du Nord, je ne pense pas qu'on puisse organiser des élections sous 40 jours. Mais il n'y a pas d'État. Oui, c'est très difficile. Non, mais sur ça, juste une précision. Un complément d'information par rapport au problème Touareg, c'est une précision qui peut avoir son intérêt. C'est que quelqu'un a soulevé en disant que la Première République avait été intervenue sur le problème Touareg. C'était en 63-64. Il y a eu déjà un soulèvement Touareg qui a été réprimé dans la force, avec Modibo Keïta.
C'est ce qui explique d'ailleurs que les camps du Nord ont été considérablement renforcés sous mon niveau. Après, il y avait la prison qui servait de purgatoire pour pas mal de réfugiés politiques. Mais il y a eu un soulèvement qui a été réprimé en 63-64. Aujourd'hui, c'est le Mali, mais attention, demain, c'est la Mauritanie, le Niger, le Burkina. Il y aura l'extension de tout ce problème-là qui aura des répercussions vraiment très très concrètes dans ces pays-là, notamment avec l'exode et tout ce que ça amène. Alors, sur la question des frontières, je sens qu'il ne faut pas trop en parler, mais pas trop en parler, parce qu'il y a accord, il n'y a pas désaccord. Je dirais juste une chose, le tracé des frontières et les conséquences de ce tracé des frontières, sauf erreur de ma part, la guerre Mali-Burkina, elle a éclaté sur une question de recensement de population, et notamment d'une ethnie qui était de part et d'autre de la frontière. Hein? Ce qu'il y a aussi que je voulais dire, qui m'inquiète beaucoup dans cette situation-là, c'est le rôle des héritiers de Kadhafi qui sont présents aujourd'hui. Là aussi, si je ne me trompe pas, il y a quelques années de ça, le grand rêve de Kadhafi, c'était bien de faire de toute cette zone d'Afrique de l'Ouest une grande république islamique qu'il n'a pas pu réaliser. Ma question aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce que ces héritiers ne sont pas en train d'essayer de faire ça aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, ça démarre avec le Mali, et en sachant très bien qu'il y a d'autres pays que l'on a nommés, de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, qui seront touchés de la même manière. Ce que je voulais souligner aussi, un autre problème quand même très important et qui n'a pas du tout été évoqué par rapport à cette situation-là, c'est le problème de la famine, tout simplement. On sait très bien que ces zones, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest attendent une très très mauvaise récolte. Je me pose une question. D'abord, moi je pense qu'il y a un blocage. Vous allez comprendre tout à l'heure, parce que avec les deux crises, c'est-à-dire la crise au nord et la crise politico-institutionnelle que nous connaissons maintenant au niveau de Bamako, la situation elle est devenue de telle sorte que le premier problème, notamment la rébellion, au final, est-ce qu'elle ne se serait pas retrouvée effacée par la situation politico-institutionnelle justement qui se trouve au niveau de nos dirigeants politiques? Moi je pense que d'abord, pour qu'on puisse apporter une solution éventuelle, il faut d'abord régler ce problème. Pourquoi? Parce que le regard international, la communauté internationale, le seul discours qu'ils arrivent à nous apporter actuellement, c'est de nous imposer une solution au niveau de cette crise politico-institutionnelle, pour qu'on puisse passer à ceux qui, au final, qui étaient au début notre problème central, mais au final qui se trouvent relégués au bas de l'échelle. Alors, ce que je vais dire, ça va rejoindre un peu par rapport à ce qu'a dit M. Fall, c'est-à-dire aujourd'hui la situation de nos militaires dans la sous-région qui finalement se sont placés en super constituant, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand on regarde aujourd'hui la junte militaire au Mali, nous avons un président par intérim, nous avons un gouvernement qui a été voilà, formé, mais on voit toujours cette junte qui est là. Est-ce que finalement, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel phénomène en Afrique, enfin, notamment en Afrique de l'Ouest, qui ferait de notre armée une sorte de super constituant qui serait là et qui surveillerait l'état de la situation et qui se dit... Je suis de l'Afrique centrale. Si, par exemple, ATT n'était pas là, la République sud-africaine aurait implosé. Donc, il connaît bien les problèmes de guerre civile et autres. Ce n'est pas un novice et autres. Il connaît bien les problèmes de coup d'État et autres. Il sait ce que c'est. Nous sommes dans un pays, ou dans un ensemble de pays, parce que je considère l'Afrique comme un seul pays, comme un seul État. Aujourd'hui, par exemple, le golfe de Guinée, toute l'Afrique centrale, l'Afrique francophone et autres, regorge de ressources minières, regorge de ressources, des matières premières et autres. Aujourd'hui, on est en face simplement de détricoter effectivement tous les États pour que des multinationales
que ce soit des groupes multinationaux, que ce soit des groupes armés, rebelles ou des trafiquants de drogue, s'accaparent de ces richesses et autres. On a commencé à déstabiliser le Moyen-Orient. Hein, pour le pétrole, l'Irak et autres. Vous voyez ce qui reste de l'Irak. Vous voyez ce qu'on veut faire de l'Iran et autres. Vous voyez ce qu'on a fait de l'Afghanistan. C'est la même chose. Prenez le Soudan. On a réussi à diviser, à partager le Soudan en deux. La République démocratique du Congo contient le maximum de contingents des Nations Unies, plus de 70 000 hommes. Ils n'ont pas réussi à stabiliser la République démocratique du Congo. Ils souhaitent même l'implosion de la République démocratique du Congo. Heureusement que les Congolais se battent toujours pour conserver un État. Nous, en République centrafricaine, la République centrafricaine, on a au moins plus d'une dizaine de mouvements de guérilla, dont plus de 3 mouvements de guérilla étrangers. Et il y a des forces de l'Union africaine. Il y a la France, ils n'ont pas réussi à stabiliser quoi que ce soit. Au contraire, on risque aussi l'implosion. Alors, arrêtez de nous voiler la face. Nous sommes dans un contexte géopolitique, énorme, géoéconomique. Donc, il n'est pas question de revenir sur la question de frontières. Et c'est toute une stupidité encore. Regardez, prenez les Peuls. Les Peuls sont sur presque tous les États en Afrique. Et vous pensez qu'aujourd'hui, chaque Peul dans un pays africain va revendiquer son État? Je suis Banda. Les Bandas commencent depuis la vallée du Nil jusqu'en Afrique du Sud. Chaque peuple Banda va revendiquer son autonomie, son territoire. Donc, c'est un problème sérieux qui se pose au Mali et qui se pose d'une manière générale. Quelle est la solution? Il faut répondre à l'urgence, il faut répondre à la globalité. L'objectif de cette petite discussion, c'était d'abord de montrer justement l'état de la situation et surtout montrer l'urgence dans laquelle se trouve le Mali. Nous, on est une association et de montrer que nous sommes sensibles à ce qui se passe, on est touchés dans la chair. Moi, j'ai mes parents à Tombouctou, ils ont été obligés de fuir. On est d'accord, les questions, moi je les ai évoquées. Qu'est-ce qui fait qu'un pays s'effondre d'un seul coup sous le coup de boutoir de quelques personnes? On est d'accord. Mais la réalité, c'est parce qu'on avait une armée en pleine déconfiture. Des décisions qui ne sont pas prises, logistique en faillite, et puis des généraux, tout le monde l'a évoqué, qui n'étaient plus à la hauteur de la situation. En face des forces organisées, qui bougent beaucoup, et puis le coup d'État. C'est le coup d'État qui a déclenché là-dessus, tout le reste. Donc il faut qu'on rétablisse ça. Moi, on peut toujours dire, effectivement, la junte s'est débarrassée de ATT, qui était taxé de tout ce qu'on peut. Mais ce qui est sûr, le coup d'État a précipité la prise de Tombouctou, Gao et Kidal. Gao, c'est 90 000 habitants. Tombouctou, 30 000. Kidal, 5 à 6 000 habitants. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant les réalités dès qu'ils ont pris des villes, des forces en présence. Parce que pour l'instant, on avançait des choses, on ne savait pas. Mais on a vu quoi? Qu'en Sardine est le groupe le plus puissant. C'est le vrai maître, et que le MNLA est en fait relégué en deuxième position et était dans l'aspect communication. Mais quand est-ce que l'armée va se battre sur les solutions? Moi je pense, et d'ailleurs j'avais évoqué dans mon intervention, sur l'option de la CEDEAO, je dis effectivement, elle est extrêmement risquée et hypothétique. Pourquoi? Parce que la CEDEAO n'a pas les moyens, et il faut énormément de temps pour unir les chefs d'état-major, pour mettre en place une force, la coordonner, le Nigeria et les pays francophones. J'ai parlé des équilibres de chaque pays. Voilà, mais c'est pour ça que je reviens à ma solution. Pour moi, la solution, c'est d'abord l'armée malienne. Mais pour que l'armée malienne se restructure, il faut qu'il y ait un pouvoir à Bamako. Il faut qu'on sache qui décide. Qui décide, et il faut donc que la junte se retire et que le jeu démocratique reprend. Il faut que le Premier ministre, et là il y a des actes dans les accords de la CEDEAO, le Premier ministre ait des vrais pouvoirs pour mettre le pays en état de marche, pour essayer de récupérer ces territoires occupés. Oui, mais il n'y en a pas, mais c'est pour ça que je dis que la crise ne fait que commencer. On ne peut pas faire le marabout, parce que c'est qu'on ne disait pas, ATT était usé jusqu'à la corde. Le pouvoir de l'ATT
la rébellion a été un déclencheur. Donc, la rébellion Touareg a montré simplement un pouvoir qui, visiblement, était fatigué. Donc, si bien qu'il y a beaucoup de gens sur le plan interne au Mali qui trouvaient que la vie est chère, les vrais problèmes, ATT ne s'est pas occupé des vrais problèmes en interne. La corruption était de plus en plus jugée insupportable par les Maliens. On voit des directeurs généraux, des simples agents qui se construisaient des villas, qui envoyaient 5, 6, 7 enfants à l'étranger, au Canada, avec des sommes extraordinaires. Donc c'est sur ces sujets-là que ATT était vraiment donc, décrié. Et puis son manque d'autorité. C'est-à-dire qu'ATT a toujours cherché le consensus. Il a toujours essayé de faire la paix avec tout le monde. Donc, si bien qu'à un certain moment, quand on est président, on doit décider. Et ce n'est pas quelqu'un qui décide, qui tranche. Donc c'est ça qui a posé tout le problème. Sinon, il y a eu des infrastructures, il y a eu quelques réalisations qui étaient à son atout. Mais les gens qui ont soutenu le coup d'État, ils n'étaient pas des gens importants dans l'échiquier politique malien. Alors, le MP22, le mouvement justement qui a soutenu le coup d'État, quand on regarde la liste, il n'y a qu'un seul parti qui a 3 députés. Le SADI. Mais tous les autres, c'est des associations, des gens extrêmement... qui ne sont pas connus du sérail. Tous les grands partis politiques, l'ADEMA, le RPR, le RPM, les partis classiques, ont dit non, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter, on n'est plus habitué à ça. Sur le plan interne, je pense qu'il ne faut jamais oublier, parce que quand même vous dites les choses, et on a l'impression quelquefois, on oublie les choses les plus élémentaires, même si les discours sont très beaux. Le Mali est un pays souverain. Et chaque État revendique sa souveraineté. Quoi qu'on dise. Partout, l'État dit je suis souverain. Le peuple dit c'est mon peuple. Voilà, moi je suis le peuple malien pour qu'il avec ça. Donc, il y a une identité qu'il ne faut pas remettre en cause. Et à part de ce moment, il faut dire quand même que ce sont les Maliens qui vont réfléchir. Au niveau interne, et je pense que ce que le Premier ministre malien a dit est très important, c'est le dialogue. Parce que dire quand est-ce que l'armée va se battre, mais vous allez jouer le jeu de tous ceux qui vendent les armes, de toutes les grandes puissances, justement, dont on parlait, qui mettent le feu un peu partout. Il ne faut surtout pas penser à ça. S'il faut se battre, il faut se battre. Parce qu'on a eu des guerres. Hein. Mais vous savez, dans l'Antiquité, il y avait des guerres justes et des guerres qui n'étaient pas justes. Aujourd'hui, on a banni les guerres. Parce que justes ou pas, elles ne sont pas bonnes. Je crois qu'elles ne sont pas bonnes du tout dans nos sociétés. Les guerres, on les a connues, les guerres civiles ou guerres entre-États, cela laisse des traces. Vous allez voir en Côte d'Ivoire d'ici 20 ans, les traces seront là, ça ne va pas être stable. Pas vraiment. Donc, quand est-ce que l'armée va aller se battre, moi je vous dirai. Je ne réponds pas à cette question parce que je trouve que ça sort complètement de mon objectif, moi, et de mon idéologie, et de ma philosophie. Le Premier ministre, à part le dialogue, c'est surtout cela. Je crois que les Maliens peuvent trouver des moyens pour dialoguer à la fois au niveau interne, parce que je vous dis, il y a des États où l'armée se considère comme étant partie prenante du pouvoir. Il faut négocier avec l'armée pour qu'elle sache qu'elle est un corps de défense nationale et non pas de pouvoir politique. L'armée n'est pas faite pour diriger un État. Première chose. Et puis, négociation aussi au niveau des acteurs qui sont les Touaregs et les autres, parce que c'est important. Rentrer dans une guerre avec des minorités de ce type, cela nous rappelle beaucoup de choses. Érythrée, etc., Cabinda. On ne s'en sort pas. Et je vous dis que sur ce cas précis, à supposer même que l'armée arrive à les vaincre, ils vont utiliser d'autres stratégies. Et c'est pourquoi j'ai raccourci en disant que ça va être le terrorisme dans tous les pays, Niger, Mali, etc. Ils vont reconvertir leur guerre en une autre forme de guerre qui est le terrorisme qu'on ne connaît pas encore. Donc, je pense que c'est un long processus de négociation, de discussion pour trouver un accord. C'est quoi que pour moi, c'est la seule solution et la grande responsabilité appartient au Mali. Mais sur le plan international aussi, la souveraineté est trompeuse parce que je ne vois pas un seul État riche, pays développé ou sous-développé qui peut être isolé aujourd'hui et qui n'est pas dépendant des autres pays. Que ce soit les États-Unis, la France, la Suisse, la Belgique, le Burkina ou le Sénégal ou le Mali, nous tous, nous sommes interdépendants. Aucun pays ne peut agir souverainement
sans être victime, ou en tout cas sans jouer avec les lois du système. Maintenant, je reviens à ce que nous avions dit avec Cheikh. Il faut que... Enfin, moi, je vais résumer et je m'arrête là, franchement, parce que c'est compliqué. Je pense que... Mais ça, c'est votre Djibi, il sait cela. Ce n'est pas aujourd'hui que je le lui dis parce qu'on passe des heures à discuter là-dessus. Si les grandes puissances interviennent chez nous et gagnent tout ce qu'elles peuvent gagner, à qui la faute? À nous-mêmes. Parce que c'est nous qui avons ouvert la porte. Si en Côte d'Ivoire la crise était réglée, la France ne serait pas intervenue. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si on règle nos problèmes nous-mêmes, allez en Amérique latine, est-ce qu'au Brésil, 6e puissance mondiale, qui demande la Grande-Bretagne, est-ce que les gens vont là-bas pour régler leurs problèmes? De quoi, je ne vois pas pourquoi chaque fois que c'est l'Afrique, on dit la France demande à ce que les élections se passent librement. Pourquoi la France demande-t-elle ça? Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais pris la part pour dire j'aimerais bien que les élections de demain se passent bien. Donc, c'est nous qui n'avons pas la personnalité chez nous pour régler nos problèmes. Regardons d'abord chez nous et renforçons nos forces avec nous. Pour pouvoir dialoguer au niveau international, il faut avoir cette capacité de taper sur la table. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Alors, tous ces discours-là, c'est bien beau. On est en train de parler des influences des grandes puissances partout dans les pays. Et on est là, hein, on est tranquille, nous. Et alors nous battons là. Alors, on règle ça. Si on est si fort pour comprendre comment le système international marche, alors aidez-nous à se réunir, à discuter, à défendre nos propres intérêts. Comme ça. C'est remettre en marche un pays, reconstruire une armée et faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible. Et c'est pour ça que même l'option, on peut avoir une option tripartite. La CEDEAO, l'armée malienne et ensuite les puissances internationales, la France, les États-Unis, pour le concours logistique. Mais le gros du bataillon, c'est sûr que c'est l'armée malienne qui doit libérer son territoire, s'il doit le libérer. Mais par contre, l'option de négocier, moi je pense, et d'ailleurs, John Kounda l'avait dit, qu'il est un président en guerre, d'un pays en guerre, mais le Mali privilégie d'abord le dialogue. Le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, voilà. Donc si maintenant on a trois mouvements avec des intérêts contradictoires, en Sardine, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut le Mali. Il dit simplement que je veux la charia, je veux... et c'est le plus puissant. MNLA dit oui, je veux l'indépendance, non, d'Azawad, elle finit à Mopti. Bon, on a vu que l'indépendance, ça ne marche pas. Personne n'a reconnu l'indépendance de l'Azawad. Ils sont tout seuls. ACMI, c'est les terroristes. Bon, eux, tout ce qui les intéresse, c'est le business, les trafics et tout ce qui s'ensuit. Les otages, 50 millions d'euros. Ils empochent pour la libération des otages. Donc c'est énorme. C'est pour ça que c'est une zone extrêmement compliquée. C'est ça que j'ai essayé de vous montrer. Donc personne n'a une solution. Donc c'est surtout penser à ce peuple malien, éviter effectivement la déflagration, parce que le risque, il est entier. Vous avez évoqué le rôle de la France. Évidemment, la France est un acteur comme les autres. Elle se cherche là-dedans. Elle a pris des positions peut-être qu'on peut critiquer, mais elle a condamné fermement et le coup d'État, et elle a dit clairement qu'elle veut respecter l'intégrité du territoire malien. La question est de savoir pourquoi les armées interviennent dans certains pays. Est-ce que la société politique civile, les civils, sont incapables de gérer l'État ou non? Et pourquoi l'armée se croit légitimée au point d'intervenir au niveau du pouvoir? En Guinée-Bissau, on a compris. La Guinée-Bissau a une armée qui a libéré le pays et qui depuis croit que l'État lui appartient et que rien ne se passe au niveau politique sans eux. Et on voit bien d'ailleurs la trajectoire différente du Cap-Vert, avec qui la Guinée-Bissau a eu l'indépendance avec les mêmes hommes politiques, Cabral, etc. Ils étaient dans les mêmes mouvements. Le Cap-Vert est devenu pratiquement un pays démocratique aujourd'hui. Et la Guinée-Bissau sombre, parce que l'armée croit que l'État lui appartient. En Guinée-Conakry, l'armée est présente toujours et intervient de près ou de loin et surveille le pouvoir politique.
Et puis, surprise, il ne faut pas le cacher, au Mali, je crois que c'était réglé. En fait, non, l'armée se considère comme étant un des éléments du pouvoir. Et c'est là où la question future peut se poser. Quel sera le gouvernement prochain? La question fondamentale au Mali est de savoir comment gérer un pays avec un gouvernement capable de régler ces problèmes-là. Voilà la question fondamentale. Et là, on voit bien, que ce soit Toumani Touré ou un autre, l'armée ne va pas lâcher. On a l'impression que l'armée ne lâche pas le pouvoir et surveille le pouvoir, même durant des périodes de démocratie comme on l'a connu au Mali, où on pensait que c'était un processus engagé, mais finalement, déception non. Dans toutes ces régions qui entourent le Sénégal, qui est le seul pays pour l'instant, où l'armée n'intervient jamais, tous ces pays sont aussi une sorte d'insécurité, parce que l'armée se croit être un des éléments de gestion du pouvoir. C'est ça qui amène une réflexion qui est plus longue. Mais voilà le constat qu'il faut avoir, et puis se poser la question de savoir au Mali, comment le futur gouvernement, comment mettre en place un futur gouvernement, et quel est le futur groupe politique qui va régler ces problèmes des Touaregs, et mais aussi des